Bonjour Philippe Sino. Donc aujourd'hui on découvre l'Alpine GT4 qui est une évolution de la 110 Cup. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus sur la genèse de cette Alpine GT4 qu'on entend parler depuis des années et qu'on tout le monde espère en fait un engagement pas en monotype mais vraiment face à la concurrence en fait. Avec plaisir, bonjour à tous. L'idée dès le départ a été de considérer les deux sujets, Cup et GT4. Pour preuve, le châssis de la Cup est le même châssis de la GT4 et vice versa. Donc on est parti sur la même base, c'est-à-dire que les contraintes que le véhicule rencontre avec une utilisation en circuit nous ont amené à modifier la voiture dès le départ pour la Cup et on a gardé ces modifications pour la GT4, ce qui fait qu'on a fait une Cup très évoluée pour une Cup et qui répondait aux exigences d'une future GT4. La GT4, l'opportunité s'est présentée parce que les plateformes GT4, Sportive GT4 se sont développées et rencontrent un énorme succès. Oui. Et s'il y a une voiture sur le papier qui répond en tout point et parfaitement au casting, c'est l'Alpine A110, c'est clair. Donc on s'est tout de suite orienté on n'a pas fait preuve d'une très grande créativité. On s'est dit, bon, ben là c'est sûr, là, cette plateforme elle est faite pour que la 110 puisse mettre en avant ses qualités. Donc on a développé une GT4 pour répondre aux critères d'homologation et de BOP qui la rendrait éligible. Alors on a fait une voiture d'une extrême qualité, ce qui nous a pris pas mal de temps. On a fait beaucoup d'études, notamment une partie de l'étude en partenariat avec RSR. D'accord. Donc c'est parce qu'ils ont une très grande expérience et un vrai savoir-faire en termes de véhicules compétition client et ça nous semblait intelligent de mettre ensemble nos compétences pour arriver à ce produit-là. Donc dès le départ, on a mené de front les deux projets. Donc quand on a présenté la Cup en octobre l'année dernière, on savait que la GT4 allait suivre dans la foulée. D'accord. Par contre, on a accéléré un peu quand même le mouvement puisque vu le succès que rencontre le GT4, il était important pour nous de sortir du bois entre guillemets le plus rapidement possible en 2018. Pour dire voilà, il y a une belle alternative sportive, performance, affective aussi, parce que c'est quand même un sujet souvent lié à la marque Alpine, de dire si vous voulez rouler en GT4, il y aura une possibilité de rouler avec l'Alpine. Quelles sont les différences fondamentales entre la 110 Cup et la 110 GT4? Alors comme je l'ai dit, le châssis c'est quasiment le même, donc tout ce qui est train roulant et cinématique de la voiture. Les principales différences sont un développement moteur plus conséquent, comme vous l'imaginez sur le GT4. La conséquence c'est de refroidissement également, où là ça nous a demandé beaucoup d'études pour arriver à quelque chose de très abouti aujourd'hui. Oui. Et puis le package aérodynamique. Ce sont les trois principales différences. Donc, Radiateur à l'avant, c'est ça? je ne sais pas vous dire combien il y en a de radiateurs, mais en tout cas, il y en a pas mal dans la voiture. Ouais. On pourrait demander à Lionel, mon directeur technique, qui est là, il vous répondra avec moi. Du coup, on a vu que la 110 Cup avait quand même un certain niveau d'exigence pour s'engager. Quels sont les niveaux d'exigence aujourd'hui pour atteindre le GT4? La problématique est différente. Dans le cadre de l'Alpine Cup, on est dans un championnat monotype. On va avoir un nombre limité de voitures à notre disposition pour faire des Cup ou des GT4 cette année. Donc forcément, on demande aux clients qui s'engagent en Cup de ne pas s'engager en Cup juste pour avoir la possibilité d'acheter la voiture. On leur demande de s'engager en Cup pour disputer le championnat en entier. Voilà, c'est un deal, faire que l'on passe ensemble et respecter. Sur le GT4, la problématique est un peu différente puisqu'on s'engage sur des plateformes existantes dont on n'a pas en charge l'organisation. Donc là, on sera bien évidemment regardé sur la qualité des équipes qui prétendent à acheter ou des pilotes qui prétendent à acheter la GT4, mais on est dans une démarche un peu plus commerçante. Là, l'idée, c'est quand même de vendre un peu plus de volume de voitures en GT4 pour nous permettre d'absorber les tickets d'entrée qui ont été importants dès le départ sur un projet comme celui-ci. D'accord. Et le volume, c'est quoi pour l'instant? Qu'est-ce qui est envisagé? À l'échelle, nous, de ce projet de l'entreprise, l'idée, c'est de vendre 100 unités, que ce soit Cup ou GT4. Donc, ah oui, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'au final, les Cup, il y en avait un peu plus de 20. C'est ça. Mémoire. Pour 2018, c'est 20. Après 2019, 2020, on verra. Et quand je parle de 100 unités, c'est sur une période de 3 ans.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un engouement en plus pour la Cup dès la présentation, donc je suppose que la GT4 ça va être pareil. J'espère, oui, mais je pense que cette voiture répond à vraiment beaucoup d'attentes. Et notre principale fierté, c'est d'avoir réussi à conserver les qualités de la 110 de série, c'est-à-dire l'agilité, la facilité de conduite et le plaisir au volant. Et ce qui ressort de tous les essais, des quasiment 7000 km d'essais qu'on a fait cet hiver, de la part de nos pilotes professionnels, tout type, c'est-à-dire certains amateurs, d'autres pros qui roulent avec nous en LMP2, c'est que tous sont sortis avec le sourire de la voiture. Donc voilà, c'est le trait de la 110, c'est sourire. Voilà, exactement. Le GT4 impose une balance de performance. Oui. Quelles ont été les contraintes à l'issue de cette balance sur la voiture à la suite de votre développement? Est-ce que vous saviez déjà à peu près où vous vous situez ou il y a eu des modifications à la suite de la balance? Alors, ça serait prétentieux de dire qu'on savait où se situer parce que c'est un sujet vraiment clé de l'organisation du championnat. Voilà. Et c'est pas trop mal fait, même voire très bien fait. On découvre un peu ça et je suis assez surpris de l'efficacité des critères d'évaluation et surtout du résultat parce qu'on joue souvent au résultat. Donc on est passé à travers un premier filtre, et c'est pas vieux, ça date de quelques jours au Castellet où ont eu lieu les BOP, les homologations. C'est la première fois que la voiture sortait entre guillemets officiellement devant les officiels qui organisent ce championnat et qui font les réglementations. Et on attend leur conclusion d'ici quelques jours, peut-être semaines, sur la BOP définitive de la voiture. D'accord. Parce que j'ai entendu parler de 80 kg de lest annoncé. Non, c'est... Aujourd'hui, avec le P2, mais pour une raison réglementaire, on roule avec 80 kg de lest, mais l'ensemble des P2. Non, là, on n'a aucun retour. Vous avez aucun retour pour aucun retour. On sait que la voiture a été très bien perçue, qualitativement. Elle a été très bien reçue. Je pense que c'est plutôt la note affective, parce qu'elle a un gabarit un petit peu différent et elle a une forte cote sympathie. Et puis c'est une marque française. Un sacré héritage à assumer. Par contre, voilà, je fais, alors comme c'est assez démago de dire ça, mais je fais vraiment confiance au système. Il est sûr qu'au début, on va un petit peu tâtonner et les gens qui font la BOP aussi. Mais il y a plusieurs BOP tout au long de l'année qui nous permettront d'avoir le meilleur compromis. Et de toute façon, on va être perfo, c'est sûr. Et concernant l'engagement au WEC cette année, c'est la super saison. Oui. On a une nouvelle équipe. Après, on a certains pilotes qui sont connus. Nicolas Lapierre qui est toujours présent, René Grao et Pierre Thirier qui nous rejoint. Voilà. Ça fait une équipe assez nouvelle, mais comment vous appréhendez cette super saison qui quand même apporte des gros changements? Il y a le LMP1 qui s'est relativement renforcé, le LMP1 hybride, bon, Toyota va faire solo. Comment vous appréhendez cette nouvelle saison? La meilleure des façons, on a fait un choix de faire zéro compromis et de jouer vraiment à la perfo. Donc c'était une priorité pour nous de repartir avec Nicolas, qui est la pierre angulaire de l'équipage. André a fait une saison fantastique l'année dernière, c'est une vraie belle révélation. Et en plus, le facteur humain avec Nicolas fonctionne merveilleusement bien. Pierre Thirier, comme André était silver, il est passé gold, il me fallait un silver. Pierre Thirier, ça fait plusieurs années qu'on a envie de travailler ensemble. Ça n'a pas pu se faire. Il a eu même sa propre équipe. Voilà, on peut regarder les résultats de Pierre sur les années passées. C'est un garçon qui a gagné plusieurs fois des épreuves, qui a été performant au Mans et qui avait envie de travailler avec nous et qui avait par ailleurs déjà travaillé avec Nicolas sur un autre programme. Oui. Donc tout ça m'a donné du sens à sa venue et son intégration s'est faite il y a quelques jours également. Et ça s'est très bien passé. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de rouler à Motorland, là, tous les trois, à faire les premiers tests de la voiture. Et c'est exactement la 470 de l'année dernière ou vous avez quand même travaillé sur des évolutions? La voiture n'a pas changé, la réglementation n'ayant pas changé. On apporte des améliorations, mais plus en termes d'appréhension du setup et des réglages de la voiture. Mais il n'y a pas de changement technique sur la voiture. Ça ne veut pas dire que c'est une A470B, c'est vraiment... Non, voilà, d'où le fait qu'on ait gardé l'appellation A470. D'accord. Pour en revenir, aujourd'hui c'est du GT4. On voit que Alpine pousse progressivement. Donc on a eu la Cup, la monotype, on a le GT4. Est-ce que, en fait, Alpine est revenu au WEC à une dérogation en tant que constructeur? Est-ce que ça veut dire qu'Alpine va construire son propre châssis pour continuer en WEC? Ou est-ce qu'à terme le WEC risque de ne plus être une compétition? Ou alors on peut espérer, après la GT4, une A110 GTE. GTE, pourquoi pas? Je n'osais pas le dire, mais oui.
Alors, ça fait partie des sujets de réflexion. Il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez exceptionnelle et ça, c'est grâce à la notoriété de la marque Alpine, mais aussi grâce au bon vouloir et j'irais à l'intelligence dans le sens faculté de s'adapter et à l'ouverture d'esprit de la CO et de la FIA de nous avoir acceptés en LMP2. Leur crainte, si tant est qu'ils en aient eu au départ, c'était de dire un constructeur arrive en LMP2, ils vont fausser les règles du jeu. Ils ont vu qu'après 5 années, ça n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, on se bat à armes égales avec les autres équipages de LMP2 et qu'on respecte parfaitement l'esprit du LMP2. Donc, et c'est eux qui le disent, on a parfaitement notre place aujourd'hui en LMP2. Il semblerait, c'est moi qui le dis, peut-être plus logique d'imaginer en effet Alpine en tant que constructeur en LMP1 ou en GTE. LMP1, le paysage de LMP1 est en train de changer. Oui. Donc là, la réponse ne m'appartient vraiment pas, je dirais. C'est encore un peu tôt, même mais super saison. Ça fait partie des sujets que l'on regarde. Comment va se passer en effet cette année de transition du LMP1, parce que c'est quand même cette année et demie, c'est 18 mois de transition. Voilà, avant la nouvelle réglementation 2020 qui est en train d'être affinée. Peut-être qu'il y a de la place pour un constructeur comme Alpine en WEC dans ce nouveau LMP1 qui s'appellera peut-être plus LMP1 d'ailleurs. Peut-être, oui. En GTE, ça me semble malgré tout plus compliqué parce que le format de la voiture fait que ça rend le sujet beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. De pouvoir dire on part d'une GT4, on en fait une GTE, on est au Mans. J'adorerais pouvoir dire ça, mais le format de la voiture fait que c'est compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon courage pour cette super saison et on a hâte de voir la Sandisk Cup et bientôt la GT4 sur le circuit. Il faudra venir sur la première